L'imaginaire du lecteur est lié à un ancrage géographique, à une manière singulière de se situer dans le monde, d'établir des liens entre les lieux et les cultures. C'est pourquoi, au lieu d'envisager l'acte de lecture à l'aune du littéraire uniquement, à l'intérieur des limites habituelles de l'interaction entre un sujet et un texte particulier, je proposerai de le considérer en concomitance avec des pratiques sémiotiques de l'espace réel, tels que le paysage, le parcours, la carte, l'habité. L'acte de paysage, avec les sensations corporelles et les émotions qu'il procure, met à l'épreuve les signes qui façonnent notre rapport au monde. S'il est impossible d'avoir accès directement au réel, étant donné que les filtres esthétiques et langagiers s'interposent constamment dans la saisie des objets du monde, les expériences menées au dehors ont pour effet de modifier sensiblement l'imaginaire, conçu ici comme interface entre le sujet et le monde. La géopoétique cherche à décupler cette tension, ce jeu de force, dans le but de favoriser l'ouverture au monde. En ayant recours aux réflexions de Victor Ségalen, de Kenneth White et de François Julien, j'expliquerai comment la lecture peut réactiver l'appel du dehors, déclencher le désir de partir ou d'explorer l'environnement immédiat et contribuer à la densification de la présence au monde. Donc, premier point, la lecture et l'espace. Chaque acte de lecture possède une forte singularité, impossible à réduire à un schéma général. Comme l'explique Mireille Massé dans son ouvrage « Façon de lire, manière d'être », il est préférable de voir la lecture comme une conduite, un comportement, plutôt qu'un déchiffrement. Le comportement vis-à-vis de l'espace concerne autant la vie que l'acte de lecture. Je cite, « De même que chacun a une façon d'habiter ses lieux, chacun a une façon d'habiter les livres. Et de l'une à l'autre conduite s'échangent sans doute des dispositions intérieures et des manières d'occuper un espace pour y déployer ses gestes. » Comment penser la lecture quand on se place dans une perspective géopoétique? Quel type de relations s'établissent entre la lecture et l'espace du dehors? Cet élément n'a pas encore retenu l'attention des critiques, ni dans le cadre des théories de la lecture, ni dans celui des théories de l'espace, que l'on pense à la géographie littéraire, à la géocritique ou à la narratologie spatiale. On pourrait dire qu'il s'agit d'émanciper la lecture, pour reprendre l'expression de Jean-François Hamel, qui critique le fait que certaines réflexions récentes sur la lecture reconduisent malgré tout l'idée d'une séparation entre la littérature et le monde commun. Tout se passe en effet, c'est la citation, tout se passe en effet comme si les gestes critiques ne pouvaient réorganiser nos manières d'être et d'agir sans procéder d'une rupture avec le monde commun, que les textes littéraires, par leur singularité irréductible, favoriseraient davantage que toute autre classe de textes. Émanciper la lecture consisterait dans ce cas-ci à envisager l'acte de lire comme une pratique sémiotique conditionnée par la manière dont nous nous situons dans l'espace et affectant en retour notre perception de l'espace environnant. Malgré le fait que l'espace littéraire soit un espace figuré ou un espace figural, pour reprendre le terme d'hier, impalpable, il n'est pas exempt de lien avec le monde commun. Il suffit de faire quelques observations concernant la lecture courante pour s'en convaincre. Les relations entre la lecture et le dehors affectent aussi bien le choix du corpus que les dimensions cognitives, symboliques et affectives de cette activité. En effet, l'élection de certains textes ou de certains auteurs n'est jamais fortuite. On opte toujours pour un récit plutôt qu'un autre dès qu'il est fait mention de lieux que l'on aime ou qui nous fascinent. De plus, chaque lecteur possède un bagage encyclopédique différent, des connaissances cartographiques et géographiques tirées de sa formation, de ses lectures et de ses pérégrinations à travers la planète. Enfin, chacun sait que l'évocation de paysages connus ou le simple renvoi à des lieux arpentés provoque la réminiscence de parcours effectués et entraîne le lecteur dans des rêveries spatiales. Des émotions naissent au cours de la traversée du texte qui confère à l'expérience de lecture une tonalité spécifique. L'approche géopoétique du texte littéraire peut être vue comme une méthode, du grec méthodos, chemin, dans la mesure où elle permet de cheminer à travers les mots, d'ouvrir des pistes, des voies d'accès permettant de capter les subtilités du texte. Elle se présente avant tout comme un art de lire, fondé sur le désir d'intensifier le rapport sensible et intellectuel à la terre. En ce sens, la lecture ne peut être détachée du dehors.
La géopoétique est un mouvement transdisciplinaire rassemblant des géographes, des écrivains, des artistes, des urbanistes, des philosophes, des chercheurs en littérature, etc. Si les bases ont été établies à la fin des années 80 par le poète franco-écossais Kenneth White, elle a connu depuis d'autres développements. Il faut insister sur le fait qu'elle ne saurait être réduite au domaine littéraire. La dimension transdisciplinaire est en effet essentielle, à la fois garante d'une ouverture sur le monde et de la diversité des perspectives. Elle peut nourrir une approche critique du texte littéraire, tout comme elle peut nourrir une approche critique de la carte, du paysage, du land art, etc. De la même façon, on ne saurait restreindre la géopoétique au rapport entre espace et création. Le suffixe poétique ne renvoie pas à la production du texte, ni même au genre et aux formes littéraires. Il renvoie à l'intelligence poétique d'Aristote et désigne une dynamique fondamentale de la pensée qui met à profit toutes les ressources physiques et mentales dont dispose l'être humain, autant les sensations corporelles que la sensibilité et la réflexion critique. Autrement dit, elle synthétise toutes les forces du corps et de l'esprit. L'enjeu principal d'une approche géopoétique ne consiste pas à s'interroger sur le signifiant ou sur le processus créateur, à mesurer le degré de géopoéticité des textes ou à qualifier la démarche d'un auteur, mais plutôt de réfléchir à l'émergence d'un rapport sensible et intelligent à la Terre. Il s'agira donc de lire les textes à partir d'une perspective singulière, accordant à l'espace une place de choix, une place centrale, et orientant la réflexion sur le dehors, le rapport à la Terre, le paysage, le mouvement, l'altérité, la carte. Parce qu'elle se présente comme une densification de la géographie, la géopoétique s'inspire des réflexions menées par les géographes sur le rapport de l'homme à son environnement. Plus encore que les connaissances géographiques, qui constituent certes un outil précieux pour l'étude de la littérature, les notions élaborées dans le cadre de la géographie humaniste par des auteurs comme Yves Houtoine ou Éric Dardel, par exemple, fournissent des outils intéressants pour l'exploration du texte. Les études portant sur l'acte de paysage, sur la composante imaginaire des lieux ou encore sur la carte comme instrument d'écriture de la Terre permettent d'enrichir de manière significative la compréhension de l'espace littéraire. Il ne faut pas oublier toutefois que ce travail s'effectue dans le cadre d'une textonique, pour reprendre le néologisme créé par Kenneth White, c'est-à-dire que l'analyse du texte vise au bout du compte une ouverture sur le monde. La textonique est le contraire du textualisme. Ce dernier concept ultralittéraire marqué d'un absolutisme intellectualiste veut ramener tout, la terre entière, au texte. La textonique, au contraire, ouvre l'esprit au texte de la terre. L'analyse du texte ne saurait être séparée d'une démarche personnelle, subjective, dans laquelle le critique n'hésite pas à enrichir son encyclopédie là où le texte l'entraîne, du côté de la biologie, de la géographie, de la géologie, de la philosophie, ou de se mettre lui-même en route. Étant donné qu'il y engage son propre rapport au monde, l'investissement personnel y est très grand. Si la rigueur y joue un rôle important, elle n'occasionne pas un effacement du sujet lecteur, bien au contraire. Dans la mesure où ses paysages de prédilection, ses expériences, ses filtres esthétiques et culturels, son ancrage géographique jouent un rôle dans la construction du sens, il importe de s'interroger sur l'activité au cours de laquelle la signification s'élabore. Cette manière d'envisager la lecture se fonde sur une conception dynamique, persienne du signe, dans laquelle la signification se construit et se transforme en fonction des différents interprétants convoqués. Envisager l'espace littéraire comme un ensemble de lieux, comme un univers imaginaire que l'on peut décrire en faisant l'inventaire de ses caractéristiques, reconduit une conception sédentaire de l'espace. On optera plutôt pour une lecture nomade, afin de privilégier un rapport à l'espace fondé sur la mobilité, le mouvement, une posture ouverte, une attention dirigée vers l'avant, soumise à une certaine tension, une attitude où la pensée ne se dévoile qu'en cheminant. La lecture nomade revient sur les mêmes lieux. Il s'agit de reprendre la traversée du texte à partir de nouvelles balises, non pas à partir d'un cadre interprétatif, mais en se laissant guider par la sensibilité, par l'intuition, en faisant des rapprochements avec les lieux connus, avec les trajets quotidiens, en se mettant à réfléchir à sa propre présence au monde. Ce que l'on cherche au bout du compte, c'est à être déstabilisé,
déporté vers un ailleurs, vers le dehors, là où les paroles bruissent à la manière du vent dans les voiles. Alors, deuxième partie, lecture et paysage. Quelle relation entretiennent la lecture et le paysage? Dans le cas du récit de voyage ou du récit de flânerie, l'écriture constitue le prolongement de l'expérience. Elle prend appui sur le vécu et se fixe sur des moments singuliers, riches en émotions et en paysages. Le processus de lecture, de son côté, met à profit l'expérience phénoménologique propre à chacun pour déployer la signification. La différence entre les deux postures est très grande. L'environnement ne joue qu'un rôle limité dans l'acte de lecture, qui se définit d'abord et avant tout comme une interaction entre un sujet et un texte. Mis à part le cas des lectures in situ, ou des ballades littéraires dans lesquelles les auditeurs sont amenés à vivre le paysage évoqué par un poème ou un récit, et à découvrir ces subtilités à l'aide du va-et-vient entre l'écoute et le paysage, l'environnement ne semble pas jouer un rôle déterminant. Sauf peut-être quand la lecture a lieu dehors ou près d'une fenêtre, auquel cas le processus perceptif peut être affecté par les perturbations atmosphériques. Ce qui est sûr, c'est qu'il est impossible d'effectuer en même temps un acte de lecture et un acte de paysage. Il faut suspendre momentanément l'un pour se laisser aller à l'autre et vice-versa. Impossible de lire tout en vivant le paysage. Les deux actes nécessitent une attention de tous les sens. Cela dit, ils s'influencent mutuellement. Si le lecteur est à même de faire jouer certains filtres culturels et esthétiques au cours de sa traversée du texte, c'est souvent parce qu'il les a expérimentés lors d'expériences vécues. A contrario, quand un lecteur ignore tout des références spatiales données par le texte, des zones d'indétermination peuvent se créer qui susciteront selon les cas un effet d'étrangeté ou un effort d'imagination. Il est avéré que la lecture joue un rôle important dans la formation des actes de paysage subséquents. Qui n'a pas été déçu en découvrant un lieu en vrai après l'avoir rêvé à partir d'un texte littéraire? Il suffit de penser au désenchantement du voyageur à son arrivée en terre étrangère, l'un des poncifs du récit de voyage en Orient. Le réel n'a jamais l'éclat des lieux imaginés, souvent à partir de la lecture des Mille et une nuits. L'acte de lecture s'inscrit donc à un point nodal, à la fois par rapport aux actes de paysage passés et futurs. De cette manière, il génère une tension entre l'imaginaire et le réel. Plutôt que d'envisager la littérature comme un moyen de s'évader du réel, le géopoéticien cherche au contraire à s'en rapprocher le plus possible. Si le terme imaginaire désigne généralement ce qui est fictif, mythique, tout ce qui naît de l'imagination et qui par le fait même éloigne du réel, je trouve plus approprié de le concevoir, à la suite de Bertrand Gervais et de plusieurs collègues de Figura, comme une dynamique et une interface entre le sujet et le monde, autrement dit, comme ce par quoi le sujet ou une collectivité appréhende le monde, l'interprète, le rend signifiant. Étant donné que les filtres esthétiques et langagiers conditionnent la saisie du monde, il est impossible d'avoir accès directement au réel sans médiation. Victor Segalen parlait d'un combat entre l'imaginaire et le réel, auquel il mettait des majuscules. Il y a bel et bien un jeu de force, dans la mesure où l'on peut tenter de s'approcher du réel, ce qui est le propre de la posture géopoétique, ou au contraire, de s'en éloigner. C'est dans cette tension à l'œuvre que l'aspect dynamique de l'imaginaire entre en jeu. L'acte de paysage, avec les sensations corporelles et les émotions qu'il procure, modifie l'interface, il le fait bouger, tout en mettant à l'épreuve les signes et les figures qui forment les filtres habituels de notre rapport au monde. Donc, citation. L'imaginaire s'impose dès lors comme un ensemble de signes et de figures, d'objets de pensée dont la portée, la logique et l'efficacité peuvent varier, dont les limites et la dynamique sont sans cesse à redéfinir, mais qui s'inscrivent indéniablement au cœur de notre rapport à la culture, au monde et à l'histoire. L'écrivain qui cherche à relater son voyage se heurte à cette difficulté inhérente à la traduction du réel en mots. C'est bien ce qu'explique Segalen dans Équipé, Voyage au pays du réel. Le travail se fait à partir des sensations, ce qu'on touche, ce qu'on voit et flaire, ce qu'on mesure, ce qu'on sent, et d'un long processus de décantation au milieu des porcelaines, processus au bout duquel surgira l'éclat de sens, la figure, l'image, la danse ailée de l'idée.
Par le mécanisme quotidien de la route, l'opposition sera flagrante entre ces deux mondes, celui que l'on pense et celui que l'on heurte, ce qu'on rêve et ce que l'on fait, entre ce qu'on désire et cela que l'on obtient, entre la cime conquise par une métaphore et l'altitude lourdement gagnée par les jambes, entre le fleuve coulant dans les alexandrins longs et l'eau qui dévale vers la mer et qui noie, entre la danse ailée de l'idée et le rude piétinement de la route. Tous objets dont s'aperçoit le double jeu, soit qu'un écrivain s'en empare en voyageant dans le monde des mots, soit qu'un voyageur, verbalisant parfois contre son gré, les décrive ou les évalue. Le parti pris du voyage étant celui de la diversité, la Chine apparaît comme le pays le plus approprié, puisqu'il permet de déambuler selon des rythmes divers. D'un pas allègre dans la plaine, d'un pas lourd et fatigué pendant la pénible ascension des montagnes, mal assuré au moment de la descente, de subir de grandes variations climatiques, de rencontrer une grande diversité de formes paysagères et de réseaux hydrographiques, plateaux, vallées, plaines, montagnes, sources, fleuves, mers. De parcourir des régions très peuplées dont le passé remonte à une lointaine antiquité ou au contraire inhabitées, sauvages. Dans son livre « Vivre de paysage », le philosophe et sinologue François Julien revisite la notion de paysage en s'inspirant de la langue pensée chinoise. Il propose de reconsidérer la traduction occidentale du paysage en la comparant à son équivalent chinois beaucoup plus ancien, fondé sur deux couples de polarités, la montagne et l'eau d'un côté, le vent et la lumière de l'autre. Il révèle ainsi plusieurs traits relatifs au paysage tel qu'il peut être expérimenté. Premièrement, la nécessité d'une immersion totale dans le réel, d'une circulation du regard, d'une attention flottante, d'une disponibilité à tout ce qui nous entoure. Il n'y a par conséquent paysage que s'il y a déconcentration, défixation du regard et que celui-ci se mette à circuler. Je réceptionne dans le regard ce qui m'afflue du monde, par quoi il se laisse traverser, jusqu'à m'en laisser envahir et y noter mon attention. Deuxièmement, Julien explique que dans la tradition chinoise, l'émotion est indissociable de la perception. Il y a paysage quand le perceptif se révèle en même temps affectif. L'émotion que suscite la contemplation du paysage comporte une indétermination fondamentale, c'est pourquoi elle peut difficilement être nommée. Touchant au paysage, l'émotionnel induit ne se laisse pas complètement individuer, il garde une part de vague et d'indéterminé. Il s'agit d'un état de sensibilité, de vibration, dit-on de façon plus élémentaire, qui se trouve éveillé sans qu'on puisse en pointer plus précisément la cause, sans qu'on l'assigne en propre, ni qu'on le spécifie. C'est la saisie d'une indétermination qui permet d'entrer dans le vague, pour reprendre les mots de White. Vivre un lieu, c'est entrer en contact avec lui, tous ses sens ouverts, et après le contact sensoriel, sensuel, pratiquer une méditation plus abstraite. On nage avec la vague, ensuite on entre dans le vague. Il est en effet nécessaire en géopoétique de se nourrir du rapport sensible à la terre, de s'ouvrir au dehors, de vivre des paysages, pas seulement dans les contempler dans des livres ou des œuvres d'art. Une petite lecture pour terminer, qui nous conduira en Chine, justement. Voici un extrait du volume intitulé « Peinture » de Ségalen, un livre contenant des descriptions de tentures chinoises dont certaines contiennent justement des paysages. Peu de ciel et beaucoup de sol. Des monts entassés qui sont l'œuvre et le témoin et l'effort de la terre. Point d'homme ici, ou juste ce qu'il faut pour imposer une stature humaine. Mais ne concluez pas à une absence, encore moins à une impuissance à peindre son semblable ou son portrait. C'est vous-même, spectateur, qui devez, mieux qu'un mime de théâtre, tenir le rôle de l'homme ici et de la sorte. Le peu de ciel qui persiste coiffe votre front. L'écorce de la montagne vient plaquer sur vos yeux son grand masque. Les deux versants propices aux échos encapuchonnent vos oreilles. Il n'y a point d'homme autre que vous, mais le paysage bien contemplé n'est pas autre lui-même que la peau trouée par l'essence de l'immense visage humain. Le paysage n'existe qu'à partir du moment où il est construit, peint, écrit, pensé, imaginé. C'est ce que nous rappelle la dernière phrase qui fait fusionner le visage et le paysage. Il n'y a de paysage peint qu'à partir du moment où il y a un regard,
Il n'y a de paysage littéraire qu'à partir du moment où il est lu. Le lecteur est amené à prendre conscience de ce qu'il fait lorsqu'il lit, à s'observer en train d'imaginer. Les formes de la Terre renvoient à la morphologie du visage humain, microcosme et macrocosme se rejoignent, non pas pour placer l'homme au centre de la nature, comme maître incontesté de tout ce qui se cultive, mais bien pour incorporer le paysage. Ce qui fait écho aux propos de François Julien. Encore s'agit-il moins de contempler le paysage que de s'ancrer en lui et de l'habiter. La lecture consiste à s'immerger dans les nuages, les monts, la terre, du moins en pensée, à faire entrer son front, ses yeux, ses oreilles dans le tableau, à acquérir une dimension cosmique, à faire comme si les frontières entre l'humain et le monde se trouvaient abolies. Les essais et les récits de Ségalen invitent à dépasser la chambre aux porcelaines, l'univers des mots, la chambre dont on parlait hier, où l'écrivain se réfugie pour écrire. C'est enfermé, je cite, « c'est enfermé d'où les scrupules d'un dehors savoureux possible me chassent ». Fin de la citation. Ils ont eu pour effet de me lancer sur les routes, à l'affût du divers, comme bien d'autres lecteurs. Si la lecture ne donne pas au bout du compte le désir de partir au loin ou d'explorer l'environnement immédiat, si elle ne réactive pas, autrement dit, l'appel du dehors, si elle ne contribue pas à la densification de la présence au monde, c'est que la posture adoptée n'aura pas déployé tous les possibles de la géopoétique, c'est qu'elle n'aura pas été suffisamment en prise avec la vie. Je vous remercie.